voter Paulette Kimutu. Numéro 697. Tolingi la vraie alternance. Voter Paulette Kimutu. Professeur Noël Chani sortir d'abord. Ok, les deux. C'est ça l'escalier. Restons ici, les amis. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, je vous salue. Bonjour. Bonjour. Je suis professeur Dr Noël Chani Mwadjanvita, candidat président de la République numéro 19, mais aussi candidat à la députation nationale dans la circonscription électorale de la Lukunda. Les élections à venir constituent un enjeu important pour notre survie en tant que peuple uni par le même destin. Mais aussi, elles nous offrent l'occasion de défendre la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale, réaffirmer l'indépendance de la RDC et développer le pays au profit de tous. C'est pour cette raison que j'avais déposé ma candidature pour compétir lors de ce rendez-vous historique qui aura lieu le 20 décembre 2023 sur l'ensemble du territoire national, sauf bien sûr dans les territoires qui sont occupés par les rebelles du M23 et leurs sponsors rwandais. Pendant ces 5 dernières années et pendant la campagne électorale, j'ai fait le diagnostic de la situation économique et sociale à travers la ronde d'une bonne partie des provinces du pays. Le constat est amer et le même partout. Malgré ces énormes ressources naturelles, la RDC est malade et victime depuis trop longtemps de nombreux fléaux tels que l'insécurité, les rébellions meurtrières, les guerres récurrentes, les massacres des innocents, les viols des femmes, le tribalisme, le clientélisme, le régionalisme, le népotisme, la corruption, les détournements systématiques des fonds publics, la prédation des ressources naturelles, l'impunité, l'injustice, les violations massives des droits humains et la privatisation de l'État au profit d'une poignée d'individus. L'absence des leaderships politiques et économiques compétents, intègres, visionnaires, nationalistes et transformateurs au sommet de l'État depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, fait qu'aujourd'hui, la RDC est l'un des pays les moins développés du monde avec un système de gouvernance tellement anachronique que 85% des revenus des ressources naturelles n'entrent pas dans les caisses nationales, dans le budget national, mais plutôt dans les poches des individus. Cette hémorragie prive le pays de ressources importantes pour financer le développement et payer correctement les fonctionnaires et agents de l'État, les militaires, les policiers, les médecins, les infirmiers, les professeurs d'université et les enseignants. Par conséquent, plus de 90% de nos compatriotes vivent dans une pauvreté extrême, dans la précarité, sans eau potable, sans électricité, sans moyens de télécommunication et sans accès aux soins de santé adéquats. Cette pauvreté extrême fait que l'espérance de vie à la naissance des Congolais n'est que de 49 ans, contre 90 ans à Monaco et 83 ans en Europe occidentale et aux États-Unis d'Amérique. Le pays est dans l'incapacité d'offrir à sa population un système éducatif et sanitaire ainsi que des infrastructures de base dignes de son nom. Notre monnaie nationale, le franc congolais, que moi,
et d'autres compatriotes avions laborieusement conçu en 1997 ne vaut plus rien aujourd'hui par rapport à sa valeur initiale à cause notamment des mauvaises politiques économiques et de la mauvaise gestion de la Banque centrale du Congo. Le franc congolais est totalement supplanté par le dollar américain qui représente 95% de notre économie. L'échec du franc congolais est un coup dur à la souveraineté de la RDC et constitue le signe le plus visible de l'échec des politiques économiques, monétaires et sociales du pays depuis 1997. Devant la situation chaotique dans laquelle se trouve notre pays depuis plusieurs décennies, je sais que le peuple congolais se pose des questions sur son avenir. Le peuple congolais vit dans l'incertitude, la honte et l'humiliation parce que son pays est devenu la risée de tous. Le désespoir a envahi les esprits de beaucoup de nos compatriotes. À ce peuple, à la jeunesse et aux femmes, je voudrais dire que nous ne devons pas céder au désespoir et au découragement. L'espoir est permis si nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre une véritable vision de développement du pays. Les élections qui pointent à l'horizon nous donnent l'opportunité de renouveler la classe dirigeante en vue de placer à la tête de nos institutions étatiques des hommes et des femmes pétris de connaissances, d'expérience, de volonté et d'engagement d'inverser la tendance. Comme dirait le Premier ministre Patrice Emery Lumumba, nous pouvons toujours continuer à imaginer un monde meilleur, un pays plus beau qu'avant que nous souhaitons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Ainsi, la reconstruction de la RDC sera l'œuvre, pas d'une poignée de personnes, mais de tous les 122 millions d'habitants, hommes, femmes, jeunes, vieux, 107 millions de Congolais de l'intérieur et 15 millions de Congolais de la diaspora. Mes chers compatriotes, pour sortir notre pays de cette situation catastrophique dans laquelle les différents régimes politiques qui se sont succédés depuis 1960 l'ont plongé, et conscient de mes responsabilités en tant que fils de ce pays, je vous fais deux offres politiques. La première, c'est ce qu'il convient d'appeler la proposition de loi Tchani de père, de mère et d'épouse. Cette proposition de loi ambitionne de protéger la souveraineté nationale, l'intégrité territoriale et de réaffirmer l'indépendance de la RDC en réservant l'accès à certains postes de souveraineté uniquement aux Congolaises et Congolais d'origine, nés de pères et de mères congolais eux-mêmes, Congolais d'origine, en vue d'éviter des conflits d'intérêts et de rompre avec les trahisons et les rébellions au sommet de l'État. Notre pays en a vécu l'expérience depuis plusieurs décennies maintenant. Ce changement permettrait de nous approprier la gouvernance totale de notre pays, en jouissant des privilèges de notre souveraineté et de notre indépendance. La proposition de la loi Tchani vise également à promouvoir le principe de l'irrévocabilité de la nationalité congolaise d'origine, de façon à faire participer pleinement nos compatriotes de la diaspora aux efforts de développement national. Ça, c'était la première offre politique que je vous fais. La deuxième offre politique est contenue dans ma stratégie de développement dénommée le plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Ce plan vise à réorganiser et à placer le pays sur la voie du développement économique et social accéléré pour sortir du sous-développement et devenir un pays émergent en l'espace de 15 ans. Ma vision s'articule autour des 60 programmes sur lesquels je ne veux pas revenir aujourd'hui étant donné qu'on en a beaucoup parlé dans la presse. Je vais me concentrer sur une dizaine de programmes bien sélectionnés seulement pour illustrer mon propos. Premier programme, promouvoir la paix, la sécurité, l'état de droit et la démocratie, notamment en réformant l'armée, la police, les services de sécurité, la justice et les institutions d'appui à la démocratie, pour récupérer par la force s'il le faut tous les territoires actuellement occupés par le Rwanda et ses marionnettes du M23. Le processus de démocratie sera amélioré par la révision de la loi électorale, par l'introduction de l'exigence
des débats contradictoires entre candidats présidents de la République et aussi par l'introduction de 2 tours au niveau de l'élection présidentielle. Améliorer les conditions carcérales pour soutenir l'état de droit, car les prisons ne doivent pas être non seulement un lieu de punition, ce doit être aussi un lieu de rééducation. 2. Assainir la vie politique pour renforcer la démocratie, la cohésion et l'unité nationale, notamment par la réduction sensible du nombre de partis et regroupements politiques de 910 aujourd'hui à 3 ou 4 au maximum pour que la démocratie puisse bien fonctionner. 3. Promouvoir la bonne gouvernance, l'inclusion sociale et l'utilisation efficiente des ressources publiques. La réforme du circuit de la dépense et de la recette, des règles de passation des marchés publics plus contraignantes, la lutte acharnée contre la corruption et la prédation des ressources naturelles, la fraude fiscale et les détournements de fonds publics seront des éléments clés du passage de la mauvaise à la bonne gouvernance. Les corrompus, les prédateurs des ressources naturelles et les détourneurs de fonds publics doivent croupir en prison et non se promener librement dans nos cités. 4. Améliorer la qualité des ressources humaines en mettant l'accent sur la réforme de notre système éducatif à tous les niveaux en vue de l'adapter aux réalités socio-économiques nationales et aux besoins du monde professionnel en perpétuelle évolution. L'augmentation du budget de l'enseignement national, la construction de nouvelles écoles, l'amélioration des conditions de vie des enseignants et de tout le personnel connexe, le recyclage régulier des enseignants, l'instauration de formations continues obligatoires pour tous les enseignants et les professeurs. En plus, nous devons améliorer la durabilité des ressources humaines congolaises pour augmenter l'espérance de vie à la naissance de 49 ans aujourd'hui à 83 ans, comme en Europe occidentale ou bien aux États-Unis d'Amérique. Cette amélioration sera réalisée par la prise en charge sanitaire correcte de la population, notamment à travers l'assurance maladie universelle, les mutuelles de santé, le relèvement du budget de la santé, la formation continue et la rémunération adéquate du personnel médical et la construction de nouveaux hôpitaux pour atteindre le ratio de 1 million de personnes par hôpital. 5. Promouvoir l'autosuffisance alimentaire. Comment? À travers la mécanisation de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le développement des chaînes de valeur, la réhabilitation des routes de dessert agricole, la mise en valeur planifiée et ordonnée de nos forêts, de notre fleuve, de nos rivières et de nos lacs. 6. Améliorer l'industrialisation du pays pour la transformation locale de nos minéraux et de nos matières premières, ainsi que la promotion de la fabrication locale des principaux intrants dont le pays a besoin pour son développement. 7. Lancer la réforme tout azimut du système financier national congolais pour assurer une croissance économique durable et pérenne, susceptible d'inciter les investissements de qualité, faciliter une redistribution équitable des richesses du pays. Cette réforme impliquera la création des banques commerciales à capitaux mixtes, la création de la bourse des valeurs mobilières et la mise en place d'un centre financier national moderne et d'un système financier pour les services offshore. L'adoption d'un système décentralisé de la Banque centrale avec 6 districts financiers pour rapprocher l'institut d'émission aux populations locales. La réforme de la Banque centrale qui est aujourd'hui scandaleusement incompétente, dépendante et sous-capitalisée, sans vision et n'a que 60 francs congolais de capital, faisant ainsi des réserves internationales de 4,5 milliards de dollars qu'on nous chante tous les jours. Un trompe-l'œil. Une banque centrale avec un tel niveau de capitalisation n'est pas crédible pour conduire une politique monétaire indépendante afin de donner au peuple congolais une monnaie stable. Finalement, une réforme monétaire profonde pour mettre fin à la dollarisation et redonner au franc congolais sa place de monnaie jouissant de l'exclusivité monétaire nationale. L'objectif de la réforme pour l'émergence de la finance nationale est de rendre le système financier plus congolais, parce qu'aujourd'hui il est étranger, diversifié
et à même de répondre aux besoins de développement du pays, du secteur privé et public, ainsi que de la population congolaise tout entière. 8. Promouvoir l'émergence d'un secteur privé national et responsable qui donne la part du gâteau de nos ressources naturelles, prioritairement aux Congolaises et aux Congolais, et qui favorise le développement de la classe moyenne et de la bourgeoisie nationale de qualité. 9. Favoriser la création des incubateurs nationaux et provinciaux pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes et faciliter l'émergence d'une bourgeoisie nationale créatrice d'emplois et d'opportunités pour la population. 10. Favoriser la réalisation des grands travaux d'infrastructures à haute intensité de main-d'œuvre, comprenant entre autres les routes, les autoroutes, les chemins de fer, les aéroports et les pistes d'atterrissage, les écoles et les hôpitaux publics. 11. Favoriser la création de 244 villes et villages modernes à travers tout le pays. Ces villes modernes seront équipées des infrastructures telles que l'eau, l'électricité, les télécommunications, les centres de récréation, les facilités sportives et de divertissement, les centres commerciaux, les bibliothèques, les services administratifs, les quartiers résidentiels, les champs d'exploitation industrielle, agricole, d'élevage et de pêche. Nous allons créer les mêmes conditions de vie pour toutes nos populations dans toutes les 26 provinces du pays pour éviter l'exode des populations des provinces moins nanties vers les provinces plus prospères. Nous allons donc bâtir un pays plus beau qu'avant où il fait bon vivre partout. 12. Promouvoir le changement de mentalité et la réconciliation nationale ainsi que la moralisation de la vie publique par l'application stricte des lois, par un système de justice fonctionnel débarrassé des pratiques de corruption. 13. Promouvoir la réforme des églises, des lieux de culte, des mouvements sociaux et des ONG pour les faire participer aux efforts de développement national, notamment à travers la moralisation de la vie publique, la réconciliation nationale, le changement de mentalité, la défense des intérêts vitaux de la nation et la lutte contre les antivaleurs. Il nous faudra réintroduire dans notre système éducatif de base les cours de morale et de civisme, tenant compte de notre culture congolaise. Cette réforme réaffirmera la laïcité de l'État qu'il conviendra de séparer des églises conformément à la Constitution. 14. Repenser et moderniser la capitale de la République démocratique du Congo et les principales villes de la RDC pour intégrer les enjeux et les défis démographiques, écologiques, sanitaires et sécuritaires en vue de lutter contre les salubrités, précurseurs des moustiques propagateurs des maladies. Et 15. Pérenniser et professionnaliser l'exécution et la mise en œuvre de notre vision de développement en créant ex nihilo une banque de développement avec un capital de 10 milliards de dollars d'une part pour jouer continuellement le rôle de catalyseur de financement des projets privés et publics et d'autre part centraliser le financement du développement de tous les secteurs de l'économie du pays. Cette banque est extrêmement importante car un pays en développement ne peut pas se développer sans avoir un mécanisme adapté de financement de développement. Mes chers compatriotes, ça, c'est 15 piliers sélectionnés sur les 60 piliers du plan Marshall. Ce plan de 1000 milliards de dollars américains sur 15 ans est subdivisé en quinquennats, dont le premier sera financé à hauteur de 25 milliards de dollars par an pour un total de 125 milliards de dollars pour 5 ans. Mais de la 6e à la 15e année du plan, et après des réformes profondes, nous allons tabler sur un budget annuel qui atteindra en moyenne 58 milliards de dollars sur 15 ans. Donc ce budget sera financé comment? En raison de 75 milliards de dollars provenant des investissements directs étrangers, 45 milliards de dollars provenant d'aides bilatérales et multilatérales, et 880 milliards de dollars provenant des ressources budgétaires internes, moyennant la lutte acharnée et la tolérance zéro à l'égard des antivaleurs telles que la corruption, les détournements des fonds publics, le coulage des recettes publiques et la prédation des ressources naturelles. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, notre vision
de développement de la RDC est certes ambitieuse, comme vous l'avez remarqué, mais elle est réaliste et réalisable si nous travaillons tous et toutes ensemble. La mise en œuvre de cette vision de développement permettrait notamment d'atteindre le plein emploi en créant du travail pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes et pour les femmes. Elle permettrait également d'améliorer considérablement le standard de vie de la population avec un PIB par habitant passant de 458 $ aujourd'hui à 15 000 $ au moins en 15 ans. Mais pour atteindre ce niveau de développement accéléré sans précédent, la RDC a besoin d'une véritable rupture et d'un changement profond dans la gouvernance. Nous ne pouvons construire le pays dans le tribalisme, le régionalisme, la stigmatisation, le favoritisme, le racisme, la xénophobie, la division et les conflits d'intérêts. Nous sommes tous et toutes des frères et sœurs issus des mêmes ancêtres congolais. Soyons solidaires entre nous pour résister aux menaces de l'extérieur sur nous et sur notre pays. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, l'heure est à la vigilance. Car dans une démocratie, le pouvoir revient au peuple que nous sommes. Nous avons le choix de confier le pouvoir à qui nous voulons pour que les 5 prochaines années puissent être meilleures que ce que nous avons connu jusqu'à présent. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous sommes aujourd'hui à notre 4e expérience en matière d'élection. Cela suppose que nous avons atteint une certaine maturité en tant que peuple. Nous n'avons plus droit de céder au discours des amateurs, des prétentieux et des gens qui n'ont aucune maîtrise ni l'expérience de ce qu'ils racontent à longueur de journée dans des meetings populaires où l'on amène d'ailleurs des gens en les payant. Ne nous laissons pas séduire par des billets de banque que l'on vient vous distribuer en cette période de campagne pour tromper notre vigilance. Ne cédons pas à la manipulation, ni aux influences de ceux qui n'ont rien de cohérent à nous proposer. Notre pays a besoin de la paix pour se reconstruire. Il a besoin d'une administration moderne et d'une justice juste et équitablement distribuée pour se mettre de façon irréversible sur la voie du développement. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, pendant les élections qui arrivent, nous avons l'opportunité de choisir le meilleur d'entre nous qui va porter cette vision pour qu'ensemble nous relevions ces défis énormes. Dans cette course à la présidence, nous sommes 26 candidats, au moins ceux qui étaient validés par la Cour constitutionnelle, dont les uns se réclament de l'opposition, mais je n'ai vu aucune offre politique similaire aux 2 offres que je viens donc de vous faire tout à l'heure. Mes offres politiques sont donc, quand on analyse le tout, plus proches de celles du pouvoir que des contestataires qui se réclament de l'opposition. Par ces élections, se joue l'enjeu de la souveraineté nationale que nous devons sauvegarder. Les ennemis de la RDC n'accepteront jamais un leadership nationaliste et éclairé au sommet de notre pays. Ils ont mis leur machine et stratégie en marche en s'appuyant sur des marionnettes médaillées qu'ils soutiennent parce qu'ils ont intérêt à voir la RDC dirigée toujours par des individus qui n'ont aucune loyauté au peuple congolais pour continuer à piller le pays et à s'aimer la désolation sous le regard complaisant de la communauté internationale. Partout où je suis passé, les compatriotes congolais trouvent que certaines de mes idées connaissent un début d'application et que la mise en œuvre la mise ensemble plutôt des énergies serait avantageuse pour la nation, l'union faisant la force. Ils insistent chaque fois sur la nécessité de créer une synergie autour des valeurs et d'une seule et même voie pour combattre l'ennemi qui n'attend qu'une petite opportunité pour réaliser son rêve de la balkanisation et du néocolonialisme. Au vu de ce qui précède, et conformément à notre souhait de voir la RDC dirigée par un Congolais de père, de mère et d'épouse, conscient de la nécessité d'unir nos forces pour travailler ensemble pour l'intérêt général du peuple congolais et pour dire non à l'insécurité montée de toutes pièces au projet de la
vouloir reprendre à zéro. Le chantier étant vaste, je reconnais que tout n'a pas été fait. Il y a eu certes quelques ratés, en particulier dans le domaine de la lutte contre les antivaleurs et la gestion de la monnaie nationale. Mais d'une façon générale, les efforts entrepris nécessitent d'être soutenus. Les 5 prochaines années permettront sans doute de rectifier les tirs et progresser là où les bases étaient déjà posées. En ce qui me concerne, je vais me concentrer sur ma candidature à la députation nationale à Lukunga, qui me donnerait l'occasion d'aller défendre à l'Assemblée nationale, aux côtés de l'honorable Nsingi Pululu Servo Pichu, la loi Tchani de père, de mère et d'épouse jusqu'à sa promulgation. J'en appelle donc à tous ceux qui ont cru à mes idées, à ma vision de développement, de voter massivement le 20 décembre 2023 pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour préserver les acquis et stopper net les appétits surréalistes des mafieux illettrés, qui sont ni de père, ni de mère, encore moins d'épouses congolais d'origine, et qui ne seraient pas loyaux à la RDC et à son peuple. Nous continuerons à défendre nos valeurs et à lutter contre les antivaleurs sous toutes ses formes. Je suis professeur Dr Noël Tchani Mwadian Vita, de père, de mère et d'épouse congolais d'origine. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et le vaillant peuple congolais. La patrie ou la mort. Remercie. Félix Tshisekedi. Mais entre-temps, hier, le pays était dans l'actualité. L'ancien président de la Commission électorale nationale, Corneille Nangas, a lancé une nouvelle plateforme politico-militaire. On l'a vu aux côtés des caciques du M23. Votre réaction? Bien. Ancien président de la CENI. J'étais triste de voir que, d'abord je voudrais confesser à vous que Corneille Nangas, c'est quelqu'un que je connais personnellement et je le considère un ami. Donc on s'est parlé au téléphone régulièrement jusqu'à ce qu'il parte en exil. J'étais triste de voir que une tête bien faite qui pouvait être utile au pays va s'embrouiller aux côtés des rebelles du M23, des terroristes du M23, se faisant passer lui-même automatiquement pour un terroriste aussi. Je condamne les propos qu'il a tenus, je condamne l'initiative qu'il a prise de constituer un mouvement politico-militaire rebelle et de devenir, si je peux le dire, l'ennemi de la République démocratique du Congo, que nous devons combattre par tous les moyens. Mais je déplore aussi le cadre dans lequel cette conférence de presse a eu lieu. La conférence a eu lieu à Nairobi, où les rebelles du M23, parce qu'on a vu la présence de ce fameux, je ne sais pas comment vous l'appelez là, le gros type là. On a vu sa présence dans la salle et je considère que lorsque les pays choisissent de travailler ensemble, ils doivent être sincères les uns envers les autres. Le Kenya fait partie de la communauté des États d'Afrique de l'Est, l'EAC, East African Development Community. La RDC fait partie de cette communauté-là. Et nos pays membres de l'EAC prônent la libre circulation des personnes et des biens à l'intérieur de la communauté. Et cela implique un niveau de confiance très élevé. Pour que le Kenya permette aux rebelles d'aller là-bas, de circuler librement et de faire des déclarations qui attaquent la République démocratique du Congo et qui mettent en péril la sécurité de la RDC du peuple congolais. J'estime que le Kenya a perdu la crédibilité en tant que pays partenaire. Nous devons le traiter au même titre qu'un pays ennemi qui est le Rwanda. Et moi, je voudrais aller très loin. Je voudrais demander à mon pays de repenser, et je l'avais déjà dit avant, mais de repenser la relation ou notre appartenance à l'IAC. Si les pays membres de l'IAC, qui sont le Rwanda, qui sont le Kenya, et d'autres pays comme l'Ouganda et consorts, sont hostiles à la RDC, qu'est-ce que nous avons à faire dans cette communauté-là? Moi, je recommande à mon pays
dans un premier temps, de suspendre la participation à l'EAC, le temps d'examiner toute la procédure, ce qu'il faut faire, et de sortir de l'EAC. Pourquoi? Parce que je considère qu'on ne peut pas être hypocrite dans les relations. C'est comme dans les relations humaines. Si vous êtes mon ami, je vous considère ami. Si vous êtes mon ennemi, je vous traiterai de la même façon. Et l'IAC ne semble pas inspirer confiance. Entretient des gens qui sont hostiles à la RDC. Par conséquent, sortons de cette organisation-là. Il y a beaucoup d'autres organisations qui ont montré dans le passé qu'elles pouvaient être fiables en ce qui concerne la relation entre la RDC et les pays membres, notamment la SADC. Par conséquent, je voudrais demander aux institutions de la République, sortons de l'IAC, suspendons d'abord la participation et sortons de l'IAC et on va décider à un moment approprié s'il faut maintenir des relations avec ces pays-là ou pas. Merci. Merci, Président. Nous allons prendre On vote Paulette Kimutu, numéro 697. Tolingi la vraie alternance. On vote Paulette